Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée atelier conférence de David Rodès. Je suis Karel Faye, développeur chez Septime Création et ce soir on va parler d'API GraphQL. Donc je suis lead développeur front-end, back-end, PHP, JavaScript et j'ai aussi fait du Unity et plein d'autres langages. Alors cette soirée on va parler d'API, on va commencer avec un état des lieux, on va continuer avec les bases de GraphQL, ensuite on regardera comment ça se passe côté serveur, on essaiera d'être un peu critique et enfin je conclurai. Alors pour comprendre comment fonctionne GraphQL, il faut d'abord faire un état des lieux de tout ce qui est web service et API. Donc là vous avez un schéma de ce que serait une architecture actuelle mais sans API. Vous avez une base de données, vous avez un serveur web pour gérer un site web et après une application métier, des applications smartphone. Donc il y a plein de problèmes avec ceci. D'abord on a de la logique métier qui est dupliquée, donc qui sera sans doute en plus écrite en plusieurs langages, que ce soit sur web ou sur iOS, Android, etc. On va avoir donc des problèmes de couplage fort entre le schéma de base de données et les différentes applications. On va avoir une base de code très complexe, parce qu'elle sera dans plein de langages différents. À chaque fois qu'on aura une mise à jour à faire d'un code métier, il faudra le faire partout. Enfin bref, en tout cas, vous en conviendrez, c'est pas terrible niveau sécurité. Du coup, à partir des années 2000, on a vu émerger de nouvelles manières de concevoir des grosses applications avec une base de données, des applications et entre les deux une couche d'interface et une API avec des web services. Donc elle offrait plus de flexibilité parce qu'on peut facilement rajouter de nouvelles plateformes, une scalabilité meilleure parce qu'on peut, ici c'est besoin, rajouter des serveurs et plein de nouvelles possibilités par rapport notamment au smartphone ou tout ce qui se fait maintenant sur les navigateurs web. Donc il y a principalement deux technologies qui ont émergé pour faire des web services. On a d'abord SOAP qui a été créé en 99, puis après qui a petit à petit pris de l'essor. Alors SOAP c'est un protocole d'envoi de messages qui se base sur XML. On fait des web services orientés services justement. En gros l'idée c'est qu'on a un serveur qui expose un ensemble de fonctionnalités à partir d'une seule URL. Et ensuite, le client va appeler cette URL en disant « moi je veux appeler tel service, je veux appeler tel service, je veux appeler tel service ». Alors les services et tous les types qui en découlent, ils sont décrits dans un manifeste avec le langage de WSDL. Donc en fait, c'est du XML qui va indiquer comment appeler les données, quel type les compose. On a deux gros problèmes avec ce SOAP. D'abord, c'est assez lourd. Le XML, c'est très verbeux. C'est pas trop adapté aux technologies actuelles. SOAP en plus utilise un système de métadonnées pour passer les actions et les données. Et en plus, on a un couplage fort entre le client et le serveur. Ça veut dire que si on modifie l'API côté serveur, il faudra aussi modifier tous les clients. Mais le système d'API qui a vraiment le vent en poupe, qui marchait bien, c'est REST. Donc là, on n'est pas sur de l'orienté service avec un gros schéma, on est sur un ensemble de plein d'endpoints différents, plein de ressources qui sont identifiées par des URL, même des URI, Unified Resource Indicator, selon le protocole HTTP. Donc chaque URI va indiquer une fonctionnalité. On va ensuite savoir les opérations qu'on peut faire dessus avec des verbes. Des verbes, ça va être get, post. Par exemple, quand dans votre navigateur, vous appuyez sur entrée, vous faites du get. Quand vous voyez un formulaire, vous faites du post. Voilà, donc le principe, c'est on a une ressource avec une URI. Si on fait get, on va la récupérer. Si on fait du post, on va en créer une. Si on fait du put, on va la modifier, etc., etc. Pour les formats de sortie, on a souvent du JSON, mais on peut avoir un peu ce qu'on veut. On peut avoir du XML, on peut avoir du HTML, pourquoi pas. On peut le mettre en place facilement, parce que vu que ça se base sur HTTP, on a à peu près tous les langages du monde qui peuvent faire des requêtes HTTP. Donc c'est pratique. Après, les inconvénients, c'est que c'est peu adapté aux architectures complexes. C'est-à-dire, vu qu'on a beaucoup de ressources différentes, d'URL différentes, il faut savoir un peu où c'est qu'on en est. Donc il faut faire une grosse documentation. En plus, les standards, même si on a des API RESTful qui ont un peu les bonnes pratiques, elles ne couvrent pas tous les cas possibles. Donc on a plein de façons différentes pour imaginer nos problèmes. Comment on fait pour avoir les ressources liées, les ressources liées des ressources liées? Comment on fait que si je veux que certains champs? Voilà, donc on a des problèmes comme ça avec REST. Notamment celui-ci. Là, on est dans un contexte, une boutique. Donc on est sur un utilisateur connecté numéro 42. On veut récupérer sur la page affichée, on veut récupérer des informations, genre le nom, le prénom. On veut récupérer ses commandes.
On veut récupérer les produits qu'il a commandés, en l'occurrence 1 ou 2. Donc là déjà on a 4 requêtes. Donc niveau performance c'est pas super. Bon là vous allez me dire, les développeurs ils sont pas bêtes, ils vont pas faire 4 requêtes, ils vont en faire une. Et donc la première est là, donc je vais avoir mon utilisateur qui est connecté avec ses commandes et ses produits. Sauf qu'en fait sur un autre écran j'ai aussi besoin d'avoir les images. Du coup je vais faire une nouvelle route avec les images. Et puis un autre développeur qui passe par là, lui il veut faire un tableau de bord. Du coup il va juste avoir la base avec un utilisateur et le résultat, le résultat récapitulatif de ses commandes. Donc là on a un problème, c'est qu'on va encore avoir multiplié les routes. Il va falloir maintenir une documentation à jour. Si on les fait à la main, c'est embêtant. Sinon, il faut utiliser des outils. Donc, c'est pas même pratique. Et c'est là qu'intervient GraphQL. Alors, GraphQL, il manque une slide. Voilà. GraphQL, c'est un langage de requête qui a été créé par Facebook. Il a été ouvert en 2015, même si l'on utilisé en interne un peu avant. Donc, c'est vraiment un langage de requêtage de données. C'est pas un serveur ou autre, c'est vraiment le langage de requêtage. Bonjour, bonsoir. Donc je dis GraphQL, donc créé par Facebook en 2015, mais utilisé en production chez eux depuis peut-être 2012-2013. Donc c'est un langage de requêtage de données qui a été conçu pour faire des API des web services en ayant en tête tous les problèmes qu'il y avait qui étaient inhérents au reste. Donc un peu comme SOAP, on est orienté service, c'est-à-dire qu'on va avoir un schéma global qui va décrire tout ce qu'on peut faire avec mon API. Et là par contre le résultat il est forcément au format JSON. Donc là, on va un peu voir les fonctionnalités principales du langage. D'abord, donc les requêtes, c'est la base de GraphQL, la manière des requêtes. La mutation, c'est pour modifier les données. Les souscriptions, c'est pour savoir quand une donnée est modifiée. Le schéma, donc c'est ce qui englobe tout. L'introspection, en fait, on verra un peu plus tard, c'est la capacité à faire des requêtes sur le schéma lui-même. Et après, on verra un peu la gestion d'erreurs. Alors, rentre un peu dans le corps du sujet. Alors les requêtes, donc là j'ai mis que le client est roi, parce que c'est vraiment le cas. En fait, il va pouvoir décrire les données qu'il veut. On imagine un client donc qui dit qu'il va interroger une API avec les données qu'il veut. C'est pas l'API qui dit ce qu'elle va renvoyer, c'est le client qui demande. Il va récupérer toutes les données à une seule fois. Toutes les données, ça veut dire aussi bien des données qui sont différentes que des données qui sont imbriquées. Il va maîtriser donc sa bande passante. Et le GraphQL est malin, il y a des petites choses qui vont un peu lui faciliter la vie, qu'on va voir plus tard. Alors, vous avez une première requête GraphQL. Donc là, on a un schéma qui représente un petit peu Star Wars. On a des héros. Le héros, il a un nom et il a les films dans lesquels il apparaît. Donc, moi, je veux seulement le héros, son nom et les films. Et en retour, on a un résultat qui est uniformisé avec toujours la même manière. On a en fait ce qu'on a à gauche qui se retrouve à droite. Du coup, pas de surprise, on sait directement ce qu'on a quand on voit les deux côtés. Mais on peut aussi imbriquer, faire des requêtes imbriquées. On veut le héros, son nom. On veut plus dans quel film il apparaît. On veut prendre ses amis. Et ses amis, le nom, on n'a pas envie de l'appeler nom cette fois-ci. On veut l'appeler alias. Et après, on veut aussi les films dans lesquels ses amis ont joué. Et donc là, GraphQL il est malin, il va remplacer le nom name par l'alias et va me renvoyer les informations dont j'ai besoin. Donc là encore, je maîtrise tout ce que je veux. Aussi bien avec du reste, on aurait fait une requête pour avoir le héros, une requête pour avoir ses amis. Ou sinon, un endpoint unique. Mais encore, après, on arrive sur une multiplication des ressources. On peut aussi utiliser donc des requêtes, et notamment pour faire de la pagination. Alors pour cela, on va d'abord définir les variables qu'on a besoin, dont on a besoin. Donc on veut l'épisode, la page suivante, un nombre par page. On va d'abord définir une opération de type query, qui va s'appeler getHeroAndFriends. On va là définir des types. Très important, toutes les variables sont typées dans GraphQL. Donc on a un épisode qui est en fait le titre de l'épisode, un nombre par page. NextPage qui est l'identifiant de la page. Donc là, on a une opération, on veut chercher le héros de l'épisode Empire. On veut son nom, on veut après ses amis, mais ses amis, au cas où il y en a beaucoup, on ne va pas tous avoir d'un coup. On va demander de faire un peu une pagination. Donc je veux les X premiers à partir de l'élément X. Donc là, vu que c'est vide, il ne va pas tenir compte de l'after, on aurait aussi pu ne pas le mettre, l'omettre. On va avoir le nombre total d'amis, on va avoir les informations de la page actuelle, donc le premier élément, le dernier élément, et l'indication si ou pas il y a une page ensuite. Et après, on a ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ses amis avec les noms. On va voir le résultat. Voilà, donc là on a le héros
on a le nombre d'amis, on a l'identifiant de la page, est-ce qu'il y a une page suivante, oui ou non, et ensuite on a une scroll bar pour avoir les deux résultats qu'on a demandé. Et donc si on voulait passer à la page suivante, on aurait juste à indiquer ici l'identifiant du dernier élément affiché, c'est-à-dire celui-ci, et on aurait la liste des autres amis. Voilà. Donc des requêtes, des opérations à la query, des variables. Alors une API c'est super, si on peut avoir des données, mais des fois il faut aussi faire des modifications dessus. On ne peut pas juste se contenter de récupérer. Donc ils appellent ça des mutations, parce que ça, on modifie le schéma. On va aussi, comme pour les requêtes, pouvoir récupérer une valeur de retour, avec le même principe d'imbrication, de champ qu'on veut. Et là, contrairement aux requêtes qui sont exécutées en parallèle, c'est-à-dire que si j'avais fait deux requêtes en même temps, puisque oui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, on aurait pu faire la même fois cette requête-là et cette requête-là, dans la même requête HTTP. On va faire celle-ci, celle-ci, et il va nous ajouter ce résultat à celui-ci, avec une seule requête. Et donc ces requêtes sont exécutées tout en même temps, tandis que les mutations, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'intégrité de données, elles sont exécutées en série, une après l'autre. Donc là vous avez un exemple. Donc je crée une opération de type mutation qui s'appelle create_review, ça c'est au choix, c'est moi qui choisis. On a une opération create_review, donc pour créer une critique. On indique un épisode, ensuite on a un type un peu plus complexe ici, avec le nombre d'étoiles, et en retour on veut récupérer l'identifiant de la critique créée, l'épisode qu'on a noté et les étoiles. Et donc ça, c'est le résultat qu'on a là-bas. Donc on a créé un avis avec l'identifiant 1 et on nous renvoie les informations que j'ai demandées. On peut aussi faire des alias. Comme on pouvait faire des alias pour les propriétés, on peut faire des alias aussi pour les mutations. Donc là, je vais d'abord créer une première critique qui utilise des variables qui sont ici, 2 étoiles avec un commentaire. On veut juste l'identifiant, puis après il va exécuter la seconde requête, la seconde mutation, il va créer une seconde critique avec l'étoile 5 et un commentaire best movie ever. Voilà. Donc, et le résultat on l'a pas. Et en fait on aurait eu 2 et 3 pour l'identifiant. Ensuite on a un système qui est super cool, qui correspond bien à ce qui se fait maintenant, c'est un système de notification des mises à jour. Alors le principe c'est le suivant. On a 2 clients, ça peut être n'importe quoi, des navigateurs, des applications mobiles, qui vont demander à être informés dès que là, par exemple dans cet exemple-là, dès qu'un nouvel avis est posté. Donc ils vont dire serveur de souscription, préviens-moi dès qu'un nouvel avis est posté. Et donc ensuite, dès qu'un client va poster un avis, l'API va déclencher un événement qui va prévenir le serveur de souscription de prévenir les clients que ça a été modifié. Ça veut dire que sans recharger la page, les clients seront informés des modifications qui ont été effectuées et pourront récupérer les informations nécessaires. Voilà. Pour l'instant, ça utilise souvent le WebSocket. Là, j'ai pris l'exemple de GraphQool. Et après, mais c'est encore relativement expérimental. Il n'y a pas trop de... Enfin, ça se démocratise, mais c'est pas encore très utilisé. Même si c'est super cool. Ensuite, on va passer un peu côté serveur. Comment ça marche tout ça? Alors, côté serveur, on a un autre langage, donc là qui n'intéressera pas les front-end, qui va permettre de définir tout mon schéma. Donc d'abord on part de la base. La base c'est mon schéma. J'ai des requêtes, des mutations et des souscriptions. On va définir d'abord le type query qui est ici. L'opération qu'il peut faire, on a la recherche du héros pour un épisode qui va me renvoyer un objet de type caractère. On a la recherche d'Android et une recherche. On a le type mutation donc, qui permet de créer un avis, une review. On a une souscription dès qu'un avis est ajouté. Et ensuite, on a tous les types. Donc là, vous avez d'abord un type vaisseau avec un type qui est standard un GraphQL qui est type ID. Et vous avez un petit point d'exclamation pour dire que ce type, il est requis. Il ne peut pas être nul. Vous avez le nom. Ensuite, on a un type human qui implémente un caractère. Donc vous le voyez, dans ces types, on a des interfaces qui permettent un peu d'avoir un côté d'abstraction. Et donc c'est comme ça qu'on va créer les liens entre les choses. Là on a un humain qui a donc défini par identifiant un nom,
des amis qui sont un tableau de caractères, donc l'interface. Et vu que c'est une interface, il peut avoir des amis aussi bien humains que droïdes. Voilà. Hop, hop, hop. On a donc l'interface qui est ici, qui est déclarée là. On peut avoir des énumérations comme pour l'épisode. Tac, dans New Hope, Empire, Jedi. On a des types union. Un type union, en fait, c'est pour indiquer que le résultat, ce sera soit quelque chose de type human, droid ou starship. En clair, là, si jamais je fais une recherche avec cette méthode-là, je vais avoir soit un résultat de type human, soit starship, soit droid. Voilà. Donc tout est fortement typé, ce qui va permettre de valider la requête. Parce qu'une fois que le serveur a reçu une requête, donc qu'il aura son schéma en mémoire, il va vérifier que la requête est valide. Il va regarder que tous les types existent, que les noms existent, vu que c'est fortement typé, et il va du coup procéder à une gestion d'erreurs. L'avantage avec GraphQL, c'est qu'on a directement des messages d'erreur qui sont précis, et il tient compte des dépréciations. Si une méthode doit plus être utilisée, c'est prévu dans l'API directement. Donc là, vous avez un exemple. Donc j'ai fait une requête, je vais récupérer les reviews d'un épisode, mais là j'ai demandé un identifiant, mais ce champ n'existe pas sur le type review. Du coup il me dit attention, ce champ n'existe pas, l'erreur elle est ligne 3 colonne 5. Et puis de la même manière, là j'ai une autre erreur aussi, la variable tu l'as pas définie. Donc là il y a deux erreurs, parce qu'il y en a une qui est ici où il ne connaît pas la variable, et une seconde ici parce qu'il a fallu définir le type de la variable. Alors une fois que le serveur GraphQL il aura d'abord analysé son schéma, vérifié que la requête est valide avec les typages, il va la résoudre. Alors pour la résoudre, en fait, il va passer par des résolveurs. Alors, un résolveur, en fait, c'est une fonction, pour faire simple, qui est attachée à chaque type de données et qui va permettre de dire au serveur comment il va récupérer l'information. Donc là, moi, quand je vais appeler hero sur Empire, GraphQL va passer là-dedans, il va dire le type caractère, la méthode hero, elle appelle ceci, et donc si jamais l'épisode c'est Empire, il me renvoie human data 1000. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va appeler les résolveurs de tous les types qui ne sont pas scalaires. Scalaire, ça veut dire qu'ils peuvent être concentrés sur un seul type. Par exemple, un caractère, vu qu'il y a plusieurs types à l'intérieur, c'est pas scalaire. Et scalaire, c'est tous les types qui sont standards à GraphQL. Donc tant qu'en fait qu'il n'a pas appelé les résolveurs de tous les types standards, de tous les types non standards à GraphQL, il va les appeler au fur et à mesure en boucle. Et au final, on aura notre résultat. J'en parle un peu tout à l'heure. Il y a l'introspection dans GraphQL. Ce que je dis un peu ici, c'est connais-toi toi-même. L'idée, c'est qu'on va pouvoir faire des requêtes, un peu comme tout à l'heure avec Star Wars. On va faire une requête sur les caractéristiques du schéma. On va pouvoir avoir les types qui le composent, les noms, si ou pas ils ont des énumérations. On aura aussi pu mettre si ou pas ils avaient des interfaces. On va avoir les types, on veut aussi là, je veux récupérer les types de données, le nom de ces types, les champs qui les composent, la description, les raisons de la dépréciation, les arguments de cette fonction, le nom et le type, et le nom des types de ces arguments. Donc vraiment, on va récupérer, on va analyser tout ce qui se passe à l'intérieur du schéma. Et le but de tout ça, c'est de, donc là on a le résultat, on va récupérer le type query, l'épisode qui a des values, en fait, on va retrouver toutes les informations techniques. Vous remarquez ici qu'il y a des descriptions. En fait, tout à l'heure, ce qu'on avait mis ici avec des commentaires, mais GraphQL il a été assez malin pour indiquer que tout ce qui était en dièse avant une méthode, c'était un commentaire, une description. Et ça, on va le retrouver dans notre introspection. Voilà, ici par exemple, Star Wars Jedi, on l'a ici. Donc il y a tous les types, et il y a aussi après les types de requêtes qu'on a un peu plus bas. Tac, on a la méthode hero qui prend un argument épisode de type épisode. Voilà. Et donc l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut faire de la documentation automatique. Sans que le développeur s'embête à dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, définit une fois son schéma, et GraphQL est assez malin pour faire la documentation toute seule. Il va prendre pour chaque type, pour chaque requête, les informations et descriptions nécessaires. Si c'est déprécié, il le mettra différemment, etc., etc. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à REST, par exemple. Parce que REST, il fallait passer par des outils tiers pour faire la documentation. Là, ça va faire tout seul.
Donc elle va me dire ce que tu me présentes c'est super, est-ce que c'est parfait? C'est pas tout à fait parfait. Alors d'abord, côté serveur, pour l'implémentation, c'est assez complexe. Vu que c'est un langage à part entière, qui même s'il ressemble à du JSON ou du JavaScript, c'est pas du JavaScript, il faut un parseur. Étant donné qu'il y a tout un système d'imbrication de données, ça peut avoir des impacts sur la performance. Ça peut avoir des impacts sur de multiples appels qui ne sont pas forcément nécessaires à la base de données. Donc il faut faire l'application comme il faut pour éviter de trop solliciter la base de données, de limiter le nombre d'imbrications. Ensuite, tout ce qu'on va faire, ça va être en mode post, pour éviter qu'on ait des problèmes de limite de caractère. Donc ça veut dire que on pourra pas faire vu que c'est pas du get, on ne pourra pas faire de cache côté serveur, il faudra faire du cache côté applicatif. Par exemple en faisant une clé sur la requête. Et les logs du serveur web ne serviront à rien. Parce que si sur une API REST, on sait que si on fait un post sur API user42, on a modifié un user42, là tout ce qu'on aura c'est juste GraphQL, post, voilà. Donc on n'en sera pas plus. Et après sécurité, étant donné qu'on a de l'imbrication de données, qu'on a de l'introspection, on peut, si on ne fait pas attention, qu'il n'y a pas de garde-fou, faire des DDoS assez facilement. C'est-à-dire qu'on va envoyer une requête tellement grosse que le serveur va galérer et qu'au final il va tomber. Donc ça, après, c'est à prévoir ça dans les librairies, qui sont déjà faites dans plein de langages, ça par développeur dans l'application. Et là, on en revient à REST. Du coup, à REST, en fait, tout à l'heure, on a mis plein de trucs qui n'étaient pas géniaux. Mais au final, quand on y réfléchit un peu, il y a des points forts de GraphQL qu'on peut aussi se débrouiller pour implémenter en REST. Donc d'abord, le concept de schéma. Il y a le W3C qui a sorti un truc qui s'appelle JSON-LD, qui est en fait du JSON, un peu enrichi avec toute la notion de contexte. Ainsi, on peut avoir les liens entre les choses, on peut savoir, on a des URL pour identifier les différents types de données. Donc Schema.org, c'est justement un référentiel qui a été fait par Google, Facebook, Microsoft et compagnie sur un exemple de sémantique de données. Ils vont donner en fait, dire que un film, ça s'écrit sur l'URL XYZ. Que les propriétés qu'il aura, ce sera un nom, titre, couverture. Voilà, donc c'est Schema.org. Et après, je pars de Hydra, qui est en fait un service qui permet d'avoir un peu plus de choses comme GraphQL par rapport à la documentation. Après, on peut aussi faire des liens entre les différentes ressources, et on peut se débrouiller pour avoir que les champs nécessaires en rajoutant des paramètres en get par exemple. Après donc, forte compatibilité avec HTTP. Je disais tout à l'heure, vu que si on fait du get, on peut mettre en cache automatique en côté serveur, et même pas côté applicatif. Les logs y partent d'eux-mêmes. L'autre avantage, c'est qu'on a un gros retour d'expérience. C'est-à-dire que tous les problèmes de sécurité qui peuvent être rencontrés, ils ont déjà été identifiés ces 15 dernières années. Et après, c'est universel dans le sens où on peut en faire facilement. Donc pour conclure, je trouve que GraphQL c'est bien pensé, il pense à plein de choses, c'est élégant. Quand on regarde les requêtes, on comprend de suite ce qu'on va voir à gauche ou à droite. Du coup, je dis que c'est parfait pour les applications privées. Parce que du coup, si on fait en sorte que l'API soit bien fermée, eh bien, on a quelques petits problèmes de GraphQL qu'on peut éviter. Après, il y a un grand nombre de librairies. Alors là, je pars de Apollo, qui est une librairie JavaScript pour faire du GraphQL aussi bien côté client que serveur. On a GraphQL qui est un outil qui permet de tester des requêtes en direct d'un navigateur. On a Relay qui est une librairie pour faire le lien avec React, qui permet de faire des vues. C'est très adopté par des grands noms. On a GitHub qui a fait toute son API en GraphQL, on a Twitter qui s'en sert, Allociné et Facebook, vu que c'est eux qui l'ont créé. Donc voilà, donc GraphQL c'est génial, mais reste, ça peut quand même servir pour certains projets. Et voilà. Pour aller plus loin, vous avez la doc qui est bien faite. GraphQL si vous voulez vous amuser un peu. Pour présenter cette conférence, j'ai notamment vu REST sous GraphQL, qui est une vidéo YouTube de Kevin Douglas. Et maintenant, on va voir l'atelier pour que vous vous amusiez un petit peu. Aucune